Et puis deux femmes. Oui, on va dire qu'elles sont bonnes, elles ne sont pas dans le sens. Dans le sens, quand il y a une bonne équipe, quand on dit que non, c'est lui qui défend, on dit qu'il y a une bonne équipe. Une bonne équipe, c'est juste une bonne équipe aussi. Oui, ils sont bons. Comment sortir de la CSBT si la CSBT ne nous règle pas le problème dont ils ont la compétence? Il y a un vrai problème, d'autant plus qu'on paye quand même suffisamment cher pour cela, par le fait qu'ils ont des taxes et par le fait que nous-mêmes nous cotisons plus de 250 000 € par an à la CSBT, sur le budget de la CSBT. C'est vrai que la poubelle, le service de ça ne dépend pas simplement de la CSBT, parce qu'il y a des financements qui sont dessus. Mais il y a ce problème-là qui fait qu'aujourd'hui, sur un petit territoire comme ça, il y a un effet zoom. Quand vous avez un problème qui n'est pas réglé, qui dure, aujourd'hui la loi nous permet, quand la CSBT ou la collectivité, la communauté d'agglomération ne remplit pas ses obligations, il faut le faire une mise en demeure, en informer et prendre la tâche du préfet, et après vous faites les travaux. Et vous le ponctionnez sur les recettes que vous devez donner à la CSBT, vous faites rembourser. Alors quand vous n'avez pas de moyens, quand vous n'avez pas de trésorerie, vous aurez du mal à le faire. C'est évident, donc c'est le chien qui se mord la queue. Mais je vais prendre un autre exemple pour vous montrer qu'on néglige parfois des urgences. Vous avez une maison des jeunes, aujourd'hui qui a été réparée, on va dire plus ou moins. On ne peut rien faire dedans parce qu'il n'y a pas de toilettes. Et les toilettes ne peuvent pas fonctionner comme avant, parce qu'avant il y avait un dispositif individuel, ce qu'on appelle une fosse septique, mais de la proximité de l'eau, ça fonctionne difficilement. Mais il faut faire le piquage du tout à l'égout dans la rue principale, c'est-à-dire entre le magasin et le dentiste. Là, vous voyez, il y a la petite ruelle, donc il faut traverser pour aller là. Le maire dit qu'il ne peut pas le faire parce que c'est trop cher. C'est trop cher simplement parce qu'il faut présenter un budget ou une situation budgétaire soi-disant acceptable par la population. Et c'est comme ça que nous parlons de maquillage, parce qu'en fait on a amassé les recettes et pour l'instant on diffère les dépenses. Et donc en fait c'est une présentation malsaine, malhonnête. Parce qu'on ne peut pas non plus dire à la population que budgétairement on est bien, parce qu'en fait on met en péril la santé des jeunes. On aurait pu prendre plein d'exemples comme ça, alors peut-être que là, et c'est vrai qu'un autre exemple, qui est plus compliqué, mais depuis nous sommes en période touristique, on reçoit plusieurs bateaux dans la vanne. Les gens, ils ne viennent pas pour se mouiller dans la vanne, ils viennent pour visiter. Je parle de bateau croisière ou de plaisancier. Il n'y a pas de contrôle. Pour savoir si les gens portent aujourd'hui le Covid-19, enfin un coronavirus, et comment nous pouvons le faire. Or, semble-t-il, sous les pays chauds, on a plus de difficultés à être contaminé au-delà de 26 degrés. C'est vrai que ce matin, il disait encore qu'il n'y a aucun cas avéré en Guadeloupe. Mais heureusement, imaginez qu'il y a un cas à terre de haut, c'est même pas la peine d'évacuer les gens, c'est venir nous donner à manger par hélicoptère et nous emmener, parce que si on ne sent pas, c'est nous enfermer, nous parquer, parce qu'il suffit que, voilà, je dis ça sous forme de boutade, mais je veux dire, c'est ça la réalité. Et donc, c'est pas parce qu'on prendra plus de précautions qu'il n'y a pas de risque, mais il faut réduire le risque. Donc, il n'y a pas cette relation, ce travail de... En conclusion, je vous donne sa parole. Moi, depuis que j'ai commencé à analyser la situation des terres de haut, j'ai toujours vu, et je pense être objectif, que tous ceux... J'ai presque envie de tous ceux qui nous ont précédés. Je suis persuadé, pour ne pas dire sûr, qu'on gagnera. Et je suis persuadé que vous aussi, au-delà vous êtes convaincus, il faudrait faire le job, je veux dire, comme nous le faisons. Mais je suis persuadé, parce que convaincu même, que les personnes qui ont occupé la fonction de maire à Terre de Haut l'ont occupé plus à titre honorifique qu'à titre d'engagement. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est l'honneur de dire que je suis maire, c'est me sentir notable, et ne pas me sentir obligé. Pour moi, un élu, quelle que soit sa position, du plus simple au plus simple, c'est une manière de parler, du conseiller qui n'a pas de délégation, en passant par les conseillers avec délégation des adjoints, nous sommes des obligés. On ne nous a pas appelés. C'est nous qui venons à vous. Nous venons nous proposer à vous. Donc nous venons d'office de facto des obligés. Et nous n'avons pas justifié quand on réussit. On a justifié quand ça marche pas. Et quand je vois des candidats venir
piquer deux petits résultats ou pseudo-résultats qui ne sont même pas forcément des résultats pour dire voici ce qu'on a réussi, c'est la partie émergée de l'iceberg, et on a un tout, et puis on vous fait croire, et puis après on vous dit oui mais je vous ai donné ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, il faut penser à voter pour moi. Il faut qu'on sorte de cette logique-là. Et si demain nous sommes élus, et si dans 6 ans on n'a rien foutu, il faut nous foutre dehors. C'est aussi simple comme ça. On ne demande pas de service, on demande de nous mettre à l'épreuve. Je suis sûr que nous sommes capables de faire bien mieux, et on vous demande simplement de nous mettre à l'épreuve, de nous donner la possibilité, comme on parle beaucoup, comme on dit nous sommes forts, donnez-nous la possibilité de nous démontrer que nous sommes forts faibles, que nous sommes bons ou pas bons. Et une fois que cette épreuve l'a passée, si vous estimez après que nous ne sommes pas capables, on fait pareil. Mais il ne faut pas... On ne doit rien à la municipalité. Même si aujourd'hui, on peut considérer que les impôts sont illégalement répartis, et ça on en parlera certainement, mais nous formons une population. Et c'est parce que nous formons une population que nous avons ce qu'on appelle un DGF, une dotation générale de fonctionnement qui est donnée par l'État, qui n'est pas énorme, qui se réduit au fil des années comme peau de chagrin. Aujourd'hui, c'est les impôts, c'est taxes foncières, taxes d'habitation, enfin tout ce qu'on peut imaginer. En plus, c'est vraiment un potentiel énorme, contrairement à d'autres communes en Guadeloupe, de son strato comme d'autres. Donc, disons qu'aujourd'hui, on est dans une relation presque paternaliste. Le maire vient vous dire, voilà, je suis votre père, ou d'autres disaient que je ne suis pas le maire, je suis le maître. Il y a un qui il n'y a pas longtemps qu'on l'a éliminé, il disait que je suis le maître de terre de haut, pas le maire. Le maître, on n'est pas sur une habitation où on gère des trucs. Donc, je vous dis ça parce qu'en fait, c'est une autre manière de voir les élections. On était habitués, on est tous familles, donc on a peur parfois on a peur de dire ce qu'on pense, parce qu'on a peur de prendre la parole. Moi, j'ai toujours estimé que la prise de parole devant sa famille ou devant un petit communauté, en tout cas pour moi, quand j'ai commencé à prendre la parole en public, j'ai trouvé qu'il était plus difficile pour moi de parler au Saint-Paul que de parler au Guadeloupéen. Quand j'ai pris la parole pour la première fois, je tremblais plus que lorsque je l'ai pris à la communauté européenne quand j'ai représenté la Guadeloupe pour la pêche et pour le tourisme. Parce que je ne connaissais personne, donc c'est pas que je voulais raconter n'importe quoi, mais je n'avais personne à fixer. Il n'y a pas de jugement. Voilà. Et donc, voilà. Et quand tu viens à la table, tu as des ministres, des trucs comme ça, tu représentes la Guadeloupe, il faut faire. Mais quand tu es devant quelqu'un, tu dis, bon, il me croit pas, je raconte des combats ou pas. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là parce que je parle beaucoup, et Marie-Paul m'a déjà fait signe à plusieurs reprises. Voilà, le débat est ouvert. On a fait un petit zoom plus sur la santé, mais on a tous les sujets, on a 8 axes forts. Vous pouvez venir, et même si, et je passe la parole à mes coéquipiers, mais vous-même, même s'il n'y a pas de questions bêtes, c'est les réponses qui sont bêtes. Jamais vu une question bête. Mais les réponses peuvent être bêtes. Priorité. Parce que ça concerne les enfants, notre jeunesse, notre famille. Je pense que c'est une des priorités de notre équipe. Hein? Tu me rejoins là-dessus? Oui, tout à fait. Alors, par rapport au... Je crois qu'il y a eu un devis qui a été fait. Oui, mais les travaux, ils devaient commencer. Voilà, on vous a promis de faire les travaux, ça a été repoussé. C'est plus devenu une priorité pour le maire sortant. Nous, ça l'est. Et je peux te rassurer, Patricia, je vais m'en occuper personnellement. Et je ne vais pas lâcher Hilaire tant qu'il n'aura pas fait le nécessaire. Moi non plus. Et toi non plus. Non, mais c'est plus qu'une priorité, c'est une urgence. Marie-Paul disait qu'elle avait ses deux petits-enfants, moi j'ai ma petite fille aussi. Oui, on est ça à faire. Non, mais c'est embêtant parce qu'on fait des projets, ça tombe à l'eau. Quand on vient pour gérer une commune et qu'on donne des responsabilités aux délégations, mais en même temps on freine, on empêche la réalisation des délégations et en même temps on dit que les élus ne font pas, mais le plus souvent c'est celui qui est à la tête qui fait ça. Et toutes les personnes qui ont occupé la présidence de l'OMSC ont à un moment donné été toujours en conflit avec le maire. Parce que quand ça faisait bien le job, ça prenait de l'estime aux yeux de la population et ça devenait potentiellement un danger. On avait l'impression d'être dans un pays africain où quand une tête dépasse, il faut la couper. C'est ça. Et c'est pour cette raison en Afrique, il y a beaucoup de sergents, des officiers. Et donc du coup, voilà. Donc du coup, les gens freinaient les moyens. Et puis on discréditait l'élu qui était en charge. Et on se retrouvait, comme on s'est retrouvé dernièrement, avec une maison de jeunes quasiment en situation de délabrement. Donc on a essayé de faire quelques travaux, mais en même temps on a fait les travaux visibles. Voilà, c'est ça. Et tous les élus, au sein et ailleurs aussi,
on fait les travaux visibles. S'il faut que la population, mais le plus souvent c'est superficiel, l'invisible est plus important. Quand vous voyez une maison bien faite et vous savez pas s'il y a de la clim, s'il y a enfin comme ici, il n'y a pas de clim, c'est un peu désagréable. On a la clim. Non, je parle ici. Il y a la Donc tout ça pour dire, voilà, et donc si quelqu'un ne vient pas dire ça, comment pouvez-vous avoir une maison des jeunes, pour reprendre le terme ancien, et ne pas pouvoir, il n'est pas fonctionnel en fait. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, il faut le rendre fonctionnel. Pour moi, c'est une urgence. Et si ça passe par le branchement tout à l'égout, il n'y a pas si longtemps, la commune se grattait la tête en fait pour représenter pour le maire le 22 ou le 23 du mois pour savoir comment faire le salaire du personnel. Et c'est normal. Aujourd'hui, entre-temps, je ne dis pas qu'on a beaucoup d'argent parce qu'on a des recettes, mais on a des dépenses qu'on ne les paye pas non plus, ça c'est autre chose. On a de quoi faire les travaux. Et il faut prioriser. Et prioriser pour les jeunes et pour l'insalubrité, il faut le faire. Donc c'est une urgence pour nous. C'est plus qu'une priorité, c'est une urgence. Et ça fera partie des choses et ça ne coûte pas non plus une fortune. Et voilà. On nous a chiffré autour de 25 000, je pense. Ça fait moins de... Oui, voilà, c'est tout à fait ça. Oui, voilà. Ça le fait ici. Qu'est-ce que vous en pensez de la maison au boulot? Alors la maison bateau c'est une priorité, mais elle est quand même plus importante en termes de financement. Et contrairement à l'affichage, ou contrairement à ce qui était dit, notamment mercredi dernier, lors de l'ouverture de la campagne, disant que le financement est après, c'est faux. C'est faux. Déjà, pour la partie régionale, c'est un financement reconverti. Je m'explique. Il y a 2 ans, le conseil régional a pris la décision de financer un projet qui relevait de l'ancien maire de Moulinier, de faire des travaux à l'Iliacabri. Un ponton, un nouveau ponton avec un chemin d'accès sur les hauteurs, à hauteur de 400 000 €, dont la région a financé à 360 000 €. Donc 40 000 € pour la commune, à peu près 10%. Je rappelle qu'aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, on ne pouvait pas financer à plus de 80% pour une collectivité. Donc la collectivité avait obligatoirement 20% juridiquement parlant. Je ne parle pas de sa capacité financière, je parle sur le plan juridique administratif. Il y a une loi qui a été créée pendant que Lurel était président et ministre, ça s'appelle la loi Lurel d'ailleurs, pour les communes de l'outre-mer, au-delà, parce qu'ils avaient peu de moyens, on pouvait financer jusqu'à 100%. Ceci dit, les collectivités, 100% de fonds publics, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas forcément financer tout à 100% parce que l'Europe parle de ce qu'on appelle les aides d'État. Les aides d'État, ce n'est pas forcément l'aide de l'État, c'est l'aide à caractère national. Ça peut être la commune, la région, enfin, sur un État défini. Donc on peut aller à 100% à partir du moment que j'arrive à mobiliser ces 100%. Donc souvent on va à 90-95 parce que si on donne à 100%, il vaut mieux arriver en maîtrise d'ouvrage délégué, ce que j'ai dit dernièrement, c'est ce que le département fait pour le cimetière et c'est ce que la région fait pour la route de Théodore Samson. Le problème c'est que ces collectivités à peu près ils peuvent vous exclure dans la démarche et dans la manière de faire. Donc ils peuvent discuter avec vous, ils peuvent dire moi je fais comme ça et vous laissez parce que je paye. Donc pour le financement n'a pas été encore recyclé et il n'y a pas que la région à d'autres. Contrairement à l'État non plus n'a pas donné. Là, on vous dit que c'est fait, c'est pas vrai. Maintenant, c'est une partie du projet parce que le projet initial, le projet qui a été présenté au conseil municipal, un peu collé, c'est 3 millions d'euros, 2 millions et des poussières. C'était le bâtiment, c'est le renforcement, c'est un mur de soutènement pour faire des choses. Ce n'est pas un projet négatif en soi, c'est même un bon projet. Encore qu'il faut regarder l'impact écologique que ça fait sur ce qu'on appelle en créole en baronne, sur le truc. Et partant de là, c'est même un projet que nous, à l'époque, nous avions proposé en 89. J'ai pu sortir le programme, il est encore là, et d'ailleurs, à l'époque, Louis Beaumont était avec nous-mêmes. Donc, mais ça n'a pas été réalisé, pourquoi pas. Mais il ne faut pas nous dire non plus que le budget est bouclé, c'est pas vrai. Donc, ça fait partie, mais ce n'est pas une priorité des priorités. Il faut le faire. Non, mais ça c'est pour... Non, mais attends, ça c'est pour toi, mais c'est une priorité, c'est pas une priorité des priorités. Ce que je veux dire par là, c'est dans le sens que ça prendra du temps malgré tout pour les réaliser. Parce qu'en fait, une priorité, c'est pas forcément un résultat visible tout de suite. Ça veut dire, il y a des choses que vous aurez tout de suite. On a pris l'exemple de la maison des jeunes. Il y a la maison des jeunes, si le devis est là, il est validé, un truc comme ça, je peux dire que c'est quelque chose qui peut se faire dans le mois, une fois les élections passées. Maintenant, la maison bateau, qu'on le veuille ou non, sa phase finale sera sur 5 ou 6 ans, c'est pas à moins. Parce que, vu l'importance des travaux, sa première phase peut se réaliser en 1 an, 2 ans, en fonction de la manière dont on fait le projet. Donc c'est bien une priorité, mais ce n'est pas une priorité visible et ce n'est pas une priorité des priorités. On va hiérarchiser les priorités
Et je crois dans la hiérarchie, elle sera là, mais elle ne sera pas dans les 3 ou 4 premiers. Bon, encore. Enfin, une première, en tout cas. Donc, je te parle de la salle des fêtes. La salle des fêtes, c'est... Alors, déjà, je ne sais pas si elle est là, mais il y a une personne qui habite juste à côté, ce qu'on appelle la maison Boulogne. C'est l'ancienne maison, c'est l'ancienne presbytère. Quand vous montez au cimetière, vous avez la maison du docteur, vous avez juste la maison juste à côté, et vous avez des arbres. Il y a déjà un problème d'insalubrité, il y a des rats. Il y a des rats, il y a des bêtes, il y a beaucoup de choses qui font qu'on aurait pu au moins l'éliminer parce que c'est une ruine. Ne serait-ce que l'enlever et les scintiller l'invac, ça aurait déjà une pauvreté. Donc on ne l'a pas fait. Ça ne demande pas des sommes, ça ne demande pas d'énormes dépenses énormes. Je ne parle pas de la réhabilitation, de le refaire, hein. C'est simplement déjà ça. Maintenant, on le voit bien. Non, ça appartient à la commune. Ça appartient à la commune. Ça a été un don qu'on a fait à la commune. D'ailleurs, c'est la même personne à l'époque qui a fait le don du calvaire. Parce que le calvaire a été donné à l'époque par les parents de Bologne, qui avaient fait un don. Avant, on faisait ça par contre. On faisait passer ça pour la maison. C'est au Véchier. Les péchés. Non, mais c'est à la mairie depuis longtemps. Ah bon, ça fait j'ai toujours Non, mais c'est à la mairie depuis longtemps. Ça date pas de juste, ça date d'une bonne dizaine d'années. En fait, le but, c'est que la mairie, l'accord que la mairie avait fait, c'était de refaire le bâtiment là où se trouve le prêtre, là. Et puis la maison et le centre, comment ça s'appelle, salle paroissiale. Et en échange, il faisait le don à la mairie et que la mairie s'engageait à loger le prêtre et à faire le nouveau presbytère, enfin l'actuel. Donc ça fait des années, parce que c'est la même propriété que la propriété Boulogne. Vous savez, il y a la maison Boulogne et la maison David. Et David et Boulogne étaient frères et sœurs. C'est la même personne en fait. Après, ils ont divisé, voilà. Donc ils ont encore fait. Alors, ils avaient donné ça à la commune et ils avaient donné la maison à l'évêché, la maison Boulogne. Et c'est comme ça que la mairie a récupéré après. Si vous regardez le scène, nous ne sommes pas nombreux, mais tous ces jours-ci, il y a eu des concerts à l'église, du revoir-concert. Ça voudrait dire ici, on n'a pas une salle, ne serait-ce qu'une salle banalisée où on peut mettre une sonorisation, un truc comme ça pour faire. Je ne dis pas qu'il faut faire une médiathèque, ça peut devenir plus lourd, c'est difficile à gérer, mais on devait pouvoir une salle polyvalente avec les moyens en mesure de recevoir 100 à 150 personnes. Et je crois que cet endroit-là peut l'être. Sinon, on peut trouver quelque part d'autre, mais à première vue comme ça peut être là. Donc nous avons prévu, d'ailleurs on a parlé dans le programme de la création d'une salle polyvalente, parce qu'en fait, on a voulu être réaliste, même si on est très ambitieux, de ne pas vous raconter n'importe quoi non plus. Et c'est Marie-Paul qui me disait également, et j'ai bien aimé sa formule en disant, quand on aime les gens, on ne doit pas mentir aux gens. Quand on n'aime pas, on peut raconter n'importe quoi, on s'en fout. Mais quand on aime les gens, on ne doit pas mentir aux gens. Et je pense que quand on fait la politique, on doit aimer les gens. On ne doit pas aimer le pouvoir, on doit aimer les gens. Et si on aime le pouvoir, c'est pour faire mettre à la disposition des gens. Et ce n'est pas de la blague que je vous donne, parce que je vais apporter la preuve que je ne veux rien de la commune. Mais je veux donner à la population. Ou les chaînes de la salle comme ça, fitness, ou des trucs comme ça. Et c'est pas cher de rénover, hein. C'est une grande salle. C'est simplement mettre, je crois, que même les femmes font du sport fitness et tout dedans, il y a un matériel de sport, quoi. Ça va favoriser aussi à. Oui, dis-moi, avec ce chien là. La petite, elle n'est pas si grande que ça. Et au moins 100, presque 180 mètres. Non. Elle fait 6 mètres sur 12 mètres. Plus que ça. Mais tu es allé là-bas. Je ne parle pas du collège, hein. Ah non, je te parle de la grande salle. Il y avait deux classes d'école dedans, déjà, avant. Il y avait deux grandes classes. Ouais, il y avait c'est bon. En face du collège, c'est bon. Il fait au moins 12 mètres de 10 mètres de large sur au moins 15 mètres de long. Il y a, si on peut faire quelque chose, c'est vrai qu'elle est fatiguée quand même, elle commence à être fatiguée. Non, mais c'est des plaques. Il y a un grand espace. Mais c'est des plaques à visser. Non, mais s'il faut l'utiliser, on pourra l'utiliser. Mais vous avez vu aussi, sur le programme, on a parlé à un moment donné, aussi de recenser le patrimoine de la commune. Figurez-vous qu'on a posé la question souvent moi personnellement, quel est le patrimoine de la commune? On est capable de nous donner un listing retraçant le patrimoine de la commune. Ça veut dire terrain, foncier, maison, ce que la commune possède. Ne serait-ce que pour les assurer. Ne serait-ce que pour les assurer.
Et je peux vous dire que si on a eu 1 million d'indemnisation pour Maria, dont 800 000 euros de versés, parce qu'il faut verser le reste, il faut déjà faire les travaux. C'est parce qu'on a profité de Maria pour ajouter, pour classer, pour mettre des maisons délabrées qui n'ont pas été victimes de Maria. On a profité d'une aubaine. Mais c'est parce que aussi on n'est pas bien assuré. La commune n'est pas bien assurée, tout le patrimoine de la commune n'est pas assuré. Alors quand le maire dit notamment qu'on a eu 53 000 euros pour Morel, et même pas sous les quais, mais sous le bâtiment de Morel, ça voudrait dire qu'on a... Alors c'est sûr qu'en règle générale, on n'assure pas les pontons. Parce que ça coûte trop cher aux assurances et c'est trop risqué. Donc je ne parlais pas de l'assurance du ponton, non, ça ne se fait pas. Sauf dans des cas exceptionnels, sous des infrastructures, comme le port autonome de la voile, c'est-à-dire mais des petits pontons comme ça, on ne les assure pas, ou sinon ça coûte très très cher. Mais tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, dans une petite commune comme la nôtre, soit il y a une sorte de rétention d'informations pour ne pas me donner, ce qui est antidémocratique, donc par voie de conséquence, on voit bien que la démocratie ne joue pas, soit effectivement on ne connaît pas le recensement, on ne connaît pas le patrimoine de la commune. Donc il y a nécessité de connaître le patrimoine, et à partir de ça, savoir qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut faire. Mais nous, il est vrai aujourd'hui que le constat, c'est qu'on n'a plus de sportifs. J'ai dit si on avait des sportifs, des nageurs, des voileurs, enfin bon, on avait des footballeurs, aujourd'hui on n'a pas de sportifs au centre de compétition. Et donc la population, et puis on n'a pas d'endroit où on peut animer pour les personnes, pour les aînés, pour un certain nombre de choses, alors qu'on a des possibilités en termes de salle. Cette salle-là est inutilisée. Et c'est vrai que quand nous-mêmes, par le passé, on a eu l'occasion de demander, on nous refusait l'accès. Donc il y a nécessité, ça, automatiquement, on ne peut pas laisser non plus un patrimoine comme ça sortir, même si c'est une structure légère, parce que c'est une structure légère, on peut voir. Non, mais l'intérêt est vachement propre, mais j'étais là encore plus. Voir comment ça fonctionnait de temps en temps, quand ils font des sorties, je viens de les rejoindre en Guadeloupe. Donc ce club des aînés qui existe à Terre-de-Bas, qui fonctionne très bien, dont nous avons beaucoup de Saint-Ouen de Terre-de-Haut qui sont dedans. Il doit y avoir 3 ou 4 personnes ici qui sont dedans. Je vois Lila, je vois Lydia, il y a les parents d'Élodie, il y a Tonton Yves, le frère de Denise, il y a un certain nombre de personnes, voilà. Donc il y a une vingtaine de Saint-Ouen de Terre-de-Haut qui se trouvent dans ce club-là. Voici un club qui fonctionne très bien, mais qui encore peut s'améliorer, parce qu'il y a des jeux, mais vous savez, quand le territoire est partagé comme ça, c'est compliqué, mais ils font des sorties, ils vont faire de la musique, ils ont été à Mémoire, des croisières, un certain nombre de choses, mais aussi l'entraide et apprendre. Mais au-delà des personnes âgées, ou plutôt les aînés, entre elles, il y a aussi ce qu'on appelle la relation intergénérationnelle qu'il faut faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous voulez amener des choses pour les aînés, il faut les fixer quelque part. Quand je dis il faut les fixer, l'endroit, le lieu d'activité. Le lieu d'activité, ça ne peut être qu'un local. Donc on n'en a pas aujourd'hui, on n'en a pas bientôt. Mais plus que mettre un local à disposition, il faudra mettre un agent. Alors peut-être pas forcément un agent à 100%, parce qu'on ne va pas arriver pour dire qu'on mettra un agent un pour les jeunes, un pour les commerçants, un pour les âgés. Ça fera beaucoup. Mais on peut mettre des temps partiels. Ou une personne polyvalente qui peut s'occuper, la question a été posée pour les commerçants, par d'autres personnes, pour dire voilà, sur le service économique, quand les commerçants s'adressent à la mairie, pour savoir comment on fait un certain nombre de choses. Même si par mois, il y a des commerçants qui peuvent se payer les moyens d'un cabinet ou d'un conseil, mais il y a des petits commerçants, des artisans, qui n'ont pas forcément les moyens de se poser, d'avoir cette possibilité-là. Donc il y a ça. Les aînés, oui, je pense qu'il faut le faire. Et puis je dis mieux, dans l'esprit où nous pensons qu'il faut développer les 5 terres de bas et terres de haut, je crois qu'il faut garder peut-être une seule association et donner et gérer ça en partenariat avec la commune de Terre de Bas, et pour mutualiser les moyens. À la limite, si chacun en prend une moitié de temps, je veux dire 50% de temps d'un agent, comme ça, l'agent pourra travailler pour les deux pôles en ayant une seule association. Et comme ça, ça donnera plus de force. Et je dirais même que ça sera même une force terrible, parce que vous pouvez faire pression sur le maire aussi, parce que quand vous êtes 2, on vous néglige. Quand vous êtes 100, je pense que le maire ne va pas vous négliger. Alors, c'est pas si simple que ça. Les cocotiers, contrairement à ce qu'on pense, les cocotiers, c'est pas une plante originaire des Saintes. Et ça ne tient pas le sol. En tout cas, le sable. Vous pouvez avoir un cocotier dans la poire, dans le truc, mais
au bord de l'eau, notamment avec la montée des eaux et le maintien, la nécessité de maintenir le sable et le sol, le cocotier n'a pas suffisamment de racines et d'emprise au sol pour ce qui est meilleur pour nos scènes. C'est ce qu'on appelle les résiliers de bord de mer, zicac, amandier, calpata. C'est des plantes comme ça et ça c'est scientifiquement prouvé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre des cocotiers parce que ça fait un peu... Vous savez, nous sommes une île touristique et quoi qu'on dise, je m'y connais un petit peu, de par ma formation initiale, mais aussi par ma vie professionnelle, politique plutôt, nous sommes ce qu'on appelle une destination soleil, touristiquement parlant. Une destination soleil, il faut des palmiers, il faut des cocotiers. Et ça attire, parce que quand vous avez la symbolique dans la tête, c'est un îlot avec un cocotier, un hamac et une personne qui se bronze. Et on pourra faire tout ce qu'on voulait, on sera au 3e millénaire, ça marchera toujours, parce qu'il y aura encore de moins en moins de plages avec la montée des eaux et ça sera encore plus rare. Certaines personnes le verront virtuellement dans quelques années, nous n'y serons plus. Mais tout ça pour dire que, qu'on le veuille ou non, il faudra mettre. Mais si c'est pour protéger, il faut le mixer. C'est comme ce qu'on appelle le mixage au sortir, il faut les riches des pauvres. C'est pas une plage. Une plage sans cocotier, c'est pas sûr sans cocotier. Mais tu as raison. Une plage sans cocotier, c'est une plage, mais c'est pas une belle plage. Voilà. Il faut aller le voir. Mais non, je pense qu'il faudra des arbres pour protéger, et il faudra aussi, c'est quelque chose de faire l'enrichissement. Il y a des arbres de protection, des arbres d'ornement, de plaisir, de vivre. Donc, il faudra... Mais c'est pire que ça. Parce qu'en fait, on ne peut pas imaginer un instant que Pompierre soit dans cet état. Et les toilettes aussi, à Pompierre. On va sélectionner les questions, on va prendre au fur et à mesure pour que ce soit, qu'il n'y ait pas de... Mais je vois quand même... Pour ne pas avoir de dialogue simplement entre toi et moi, mais ce que je veux dire par là, on va imaginer Pompierre reste la baie de Terre de Haut, c'est le produit d'appel touristique, c'est la 3e baie. Il n'y a pas de classement officiel, hein, mais bon, on va dire que c'est la 3e baie. C'est l'une des plus belles baies. Voilà, ça fait partie des plus belles baies du monde. Donc la mémoire collective ou le vernaculaire dit que c'est la 3e, mais bon bref, tout ça pour dire, je reviens sur Pompierre. Pompierre, c'est une plage semi-fermée. Malgré ça, on a quand même beaucoup de sargasses qui arrivent depuis quelques années, mais la plage même, elle n'est pas entretenue. Notre problème, c'est que nous sommes sur un petit territoire, il faut une protection, mais on a trop de protection ici. Vous savez que j'étais vice-président de la Caraïbe, sur l'association des rivages et des études lacustres. On avait fait un séminaire à Bras-Joli à l'époque, ça remonte à 3 ou 4 ans. Je représentais la région. L'île de la Caraïbe, je parle pas des Antilles. L'île de la Caraïbe qui a plus de protection, c'est Terre de Haut. Plus d'interdiction, parce que qui dit protection dit interdiction. Alors c'est bien, mais quand c'est trop, ça ne marche pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, à Grand-Tiré, vous pouvez enlever une roche. À l'Île-à-Cabou, c'est pareil. Mais théoriquement, à Pompierre, c'est pareil. Et nous-mêmes, parfois, à Terre de Haut, nous-mêmes, pour faire plaisir, nous-mêmes, nous avons fait des blocages. C'est le problème de Morel. Aujourd'hui, quand on parle de l'ordre de Morel, c'est le conseil municipal jadis, dans les années 83-84, qui a pris une délibération, qui ne s'est pas contenté de faire des interdictions au niveau départemental, c'est au niveau national et au ministère. Et aujourd'hui, pour sortir une partie de cette zone-là, pas impossible, mais compliqué, et il faut vraiment il faut avoir des élus et des parlementaires pour faire ça. Parce que ça se joue au niveau du Premier ministre. C'est au niveau du Premier ministre. Donc on peut pas, il faut faire les choses bien, mais enfin, on ne peut pas non plus... demain, ça voudrait dire demain on a la montée des eaux, si on nous interdit de le faire dans l'enrochement. On nous interdit de le faire dans l'enrochement sur cette zone de la mer. C'est-à-dire même pour nous protéger. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des zones, il y a la route qui sort du Fort Napoléon et qui passe, enfin, tantôt c'est Champalot, tantôt c'est Benoît Cassin, mais cette route-là est sur la partie versant littoral.
il y a certainement des zones aujourd'hui qui sont classées en zone rouge, c'est-à-dire ce qu'on appelle le plan prévisionnel des risques naturels PPRN, enfin bon bref. Et aujourd'hui, il y a certainement des choses à faire. Donc, mais il y a aussi à protéger et il y aura aussi à décongestionner le Bourg, notamment par des promenades. Vous allez dans des îles dans la Caraïbe, on fait des fortunes avec des promenades, je ne vais pas dire malécones comme à Cuba, mais enfin bon, il y a des endroits où on peut faire des choses bien et parce qu'on est tellement bloqué. D'ailleurs, c'est l'une des revendications des indépendantistes, enfin des nationalistes, des indépendantistes de la Guadeloupe. Je ne sais pas si vous avez connu le problème en Martinique, dernièrement quand les gens empêchaient les constructions sur les rivages, et à Saint-François pareil. Donc il y a des interdictions, mais en même temps il y a des gens qui ont acheté ce qu'on appelle les 50 pas géométriques et qui sont arrivés aujourd'hui en mer. Parce que quand ils ont acheté, ils étaient à 10 mètres peut-être de ce qu'on appelle la dernière vague, le marnage, c'est-à-dire le reflux entre la petite vague et la grande vague. Et puis du coup, après 10 ans, 20 ans, 30 ans après, le mur est en mer et les gens n'acceptent pas. Mais ça reste la propriété des gens parce qu'on a vendu. Enfin, le principe du public, c'est que tout ce qui est public est incessible. On ne peut pas vendre. Donc l'État sort dans le domaine public, met dans le domaine privé et revend. Donc ça demande des procédures bien particulières. Et par le passé, quand on avait un filon, quand on avait des amis, on se payait un peu. Voilà. Et aujourd'hui, un siècle après, ou 50 ans après, il faut gérer ce problème-là. Et on ne l'a pas vu venir, parce qu'on n'a pas suffisamment réfléchi dessus. Mais il y a nécessité, la plage de Pontet, on ne peut pas passer, parce que c'est aussi en dehors de la baie de Théodoro, c'est la plage emblématique, c'est la plage qui a marée. Parce que les plages ici, on n'a pas de plage véritablement. On a des petits bancs de sable, mais une plage normalement, en termes de définition, c'est 20 mètres après la dernière vague. Alors cherchez une plage ici qui n'y sable 20 mètres après la dernière vague. Il n'y a pas Ponquière, c'est-à-dire l'arrière-plage. C'est peut-être Carouel, même pas, Carouel est parti, mais... Donc ça voudrait dire... Grand Anse, mais enfin bon, elle n'est pas... Certains endroits, donc ça voudrait dire, donc ça demande une protection encore plus particulière, des enrochements, pas dans le sable, mais des enrochements plus loin, pour éviter le sable repart. Mais il revient pas en même quantité, il revient moins souvent. Donc il y a des techniques pour bloquer le sable. Enfin, je crois que Dario racontait ça directement, c'était pas une mauvaise chaîne, c'est une des choses que... Mais ça marche pas forcément tout le temps, parce qu'à Miami, ils le font, ils réensablent pas chaque année, mais peut-être tous les 2 ans. Ils réensablent tous les 2 ans les plages, mais ça ne fonctionne pas. À terme, le sable repart, mais il y a même l'ensablage qu'ils ont fait dans la plage du Bourg. Si vous voulez avoir un sable qui tient, au-delà du problème naturel, il faut que le sable qu'on nous amène soit compatible avec le sable qui existe. Le sable qu'on nous a amené, il est bien plus fin que notre sable d'origine. Donc il ne s'accroche pas. Il est plus léger, donc il ne s'accroche pas. Donc quand la mer vient, ça va nous plus lourd. Donc il reste, voilà. Il faut que les gens, c'est des choses comme ça. Est-ce que vous envisagez de faire des protections pour les poubelles pour tout le monde? Parce qu'en fait, tous les touristes se plaignent que ça fait sale. Ça, et la deuxième chose, je travaille dans une boutique de débarcadère et tout le monde cherche des toilettes publiques. Ça, c'est la question. Alors, ils ne veulent pas investir sur un café ou sur un jeu de fruits, mais généralement, il faudrait qu'au moins le fil de tourisme qu'il y ait quelque chose que ces gens-là. Il y a un truc qu'on n'a pas compris au CET, c'est qu'on ne peut pas avoir des toilettes qui fonctionnent à 8h du matin quand il y en a un seul. On ne peut pas avoir des toilettes qui fonctionnent à 9h du matin et à 3h de l'après-midi. Parce que, je m'excuse du terme, mais on ne programme pas le moment où on va au chien. Donc il faut qu'il soit ouvert de 24h sur 24. Je vais expliquer le choix. Donc s'il faut des toilettes qui fonctionnent 24h sur 24, on ne peut pas embaucher des gens 24h sur 24. Donc il faut avoir des toilettes automatiques. On appelle ça des sanisettes. Vous en avez à Saint-François, vous en avez à Pointe-à-Pitre, vous en avez à Marie-Galland, vous en avez même à Désirade. Pour ceux qui sont... Pour ceux qui ont eu l'occasion d'aller à Désirade, on en a. Il me semble même que Terre-Neuve sera mété, je ne sais pas très bien. Mais aujourd'hui, on ne peut pas ne pas avoir des touristes, ou même certaines populations. Parce que le problème, c'est qu'il y a des gens qui pissent un peu partout. Autant laisser pas des touristes. Et je veux dire, en plus, c'est pas terrible. Mais après, si on met des salicières, il faudrait qu'on ait un petit peu de rigueur quand même. Un, c'est payant. Deux, si quelqu'un commence à pisser un peu partout, il faudrait aussi qu'on le verbalise.
ou même je dirais, parce que le problème, il faut que les gens comprennent, si on en met partout, il faut que les gens respectent ça. Et les Saint-Ouen, ils ont quand même chez eux, donc le touriste qui est de passage, il doit pouvoir respecter ça aussi. Maintenant, il faut qu'il y ait une autre logique, et d'ailleurs c'est pour ça qu'à un moment donné on parle de nouvelle offre touristique, parce que quand on fait de l'activité touristique, et c'est notre activité principale, il faut penser à deux choses. Il faut penser que ça ramène de l'argent pour le privé, donc il faut une juste rétribution des employés au-delà de celui qui investit de l'argent, et qu'on peut comprendre ça, mais il faut que les gens soient payés correctement et assez bien. Il faut former les gens aussi. Il faut que la commune elle-même, qui engage des dépenses, il faut qu'elle ait des recettes aussi de ce tourisme-là. Parce qu'aujourd'hui, j'entends souvent qu'on dit oui, le tourisme amène de l'argent, mais pas pour la commune pour l'instant, très peu. Très très peu. Parce que premièrement, c'est pas bien géré au niveau de la commune, notamment sur la taxe de séjour. On n'a pas géré pendant 4 ou 5 ans. Là, on vient nous imposer les gens à un taux énorme. Donc on veut rattraper les 3 ou 4 ans qu'on n'a pas payé. La taxe portuaire, enfin, qui existe depuis peu, il faut voir comment bien le faire, parce qu'il faut quand même aussi mettre un minimum de services. Pour l'instant, il n'y a pas de service. Il n'y a pas de gare maritime, il n'y a pas de sanisette, ce que je vous dis, il y a un certain nombre de choses qu'il n'y a pas. Et d'autre part, il y avait une taxe d'environnement qu'on payait, on appelle ça la TPM, qui était illégale. Illégale parce qu'en fait c'est dans une zone protégée. Et la zone protégée c'était Pensuc, c'était Pompiers, c'était vers le Bourg. Donc il y avait une fenêtre juridique parce qu'on emmerdait une compagnie pendant longtemps parce que l'autre ne payait pas. Mais la compagnie a trouvé la faille et du coup on a annulé cette taxe-là. Donc maintenant, il y a nécessité de reprendre et de classer la baie en protection pour l'environnement pour pouvoir bénéficier de cette taxe-là. Maintenant il faut dire les choses comme elles sont. Toutes les taxes viendront en supplément pour la population. Donc il faut la moduler. Il faut la moduler et pour ne pas avoir de discrimination, juridiquement, normalement, pour ceux qui payent la taxe d'habitation, la taxe foncière, on peut estimer qu'ils participent déjà, et ceux qui sont des touristes et qui ne payent pas cette taxe-là, surtout, je ne parle même pas de ceux qui séjournent, parce que ce qu'on appelle les touristes de séjour, ce qu'on appelle les excursionnistes, c'est-à-dire les visiteurs, ceux qui viennent pour la journée, et qui a l'impact le plus négatif sur l'environnement, ce sont ceux-là qui doivent payer à mon sens, d'autant plus qu'ils viennent une fois l'an ou une fois tous les 2 ans. Donc l'impact sur l'individu lui-même n'est pas énorme par rapport à celui où l'action est répétée. Parce que la taxe portuaire aujourd'hui, quand un touriste vient, et s'il paye 2 euros, 5 euros, il paiera une fois. Et le Saint-Ouen paye la taxe portuaire aussi. Et il paye tout le temps. Donc on ne peut pas mettre 2 euros, 3 euros sans mettre 50 centimes, ou pas du tout. Mais il faut voir comment trouver le bien pour qu'on ne soit pas non plus dans une illégalité, pour qu'on ne soit pas sanctionné. Donc il y a le juste milieu, il faut se faire accompagner par des spécialistes ou nous-mêmes pour trouver. Mais il faut que, sincèrement, aujourd'hui, tout réuni, si tout est bien fait, ça doit ramener à peu près 180 200 000 euros pour la commune, disons 300 000. Si on veut vraiment développer Terre de Haut et si on veut vraiment avoir de l'argent pour faire, il faut que le tourisme ramène au moins 500 000 euros Terre de Haut. Ça voudrait dire aujourd'hui, les croisiéristes ne ramènent rien à Terre de Haut. Les bateaux, là, les 3-4 bateaux que j'ai vus aujourd'hui, ça tombe dans une caisse au niveau du port autonome, on ne voit même pas venir. Bon, le plaisancier, c'est autre chose. Là, il faut qu'on revoie comment faire les choses, parce que ce n'est pas évident non plus, mais parce qu'il y a de l'investissement, il faut qu'on trouve une solution pour soit la personne qui s'en charge, pour qu'il y ait une rétribution pour la commune à peu près juste, soit en gestion directe, ce qu'on appelle en régie. Il y a nécessité de trouver une solution pour que la commune dégage de la marge, en tout cas pendant un certain temps. On a un potentiel que d'autres n'ont pas. Je peux vous dire que des grandes communes de la Guadeloupe nous envient parce qu'ils disent que vous avez du potentiel. On a du potentiel économique, touristiquement parlant, parce qu'après, mais on est développé, mine de rien. Vous savez, je vis dans le milieu. Quand des Saint-Ouen me sollicitent, et très souvent, pour ce qu'on appelle l'amélioration de l'habitat, c'est ce qu'on appelle un logement social. Il y a 2 types de logements sociaux. Il y a le logement social qu'on appelle le logement social institutionnel, qui se fait avec les HLM, les SEM, un certain nombre d'organismes institutionnels parce qu'ils sont financés par l'État, par la CAF, un certain nombre de caisses. Et il y a ce qu'on appelle l'habitat social privé. Donc c'est la personne qui est propriétaire, occupant, ou ça qu'on appelle propriétaire bailleur. Mais quand on montre les photos des maisons, ou on l'état des maisons, ils disent non, mais il n'y a pas de logements sociaux. Les maisons sont très grandes, sont énormes. Et pour faire passer une amélioration de l'habitat, au sein c'est spécifique. Alors on en voit souvent les gens bénéficier, mais c'est toujours des dérogations. Au-delà, ils remplissent les conditions d'éligibilité en termes de revenus, mais en termes de bâti, ils ne remplissent pas les conditions. Pourtant on arrive à s'en sortir, mais à un moment donné ça fait. Parce que le problème, c'est pas un problème, c'est que nous, tout ce qu'on a comme économie, souvent on met dans sa maison.
Parce qu'en Guadeloupe, les gens vont au cinéma, ils ont une voiture, ils ont certaines choses. Ici, il y a très peu d'animation, donc les gens ont tendance. En fait, le plaisir vient pour la maison et ils mettent toutes leurs économies dans la maison et on finit par avoir de grandes maisons parce qu'en fait, jadis, on vivait dans des petites cases de 6 mètres par 3 mètres et que l'idée de réussir dans la vie, c'est de faire une belle maison. Tout ça. Alors, pourquoi j'ai pris cet exemple-là? Parce que des fois, on n'arrive pas à comprendre que c'est pas la peine non plus de faire de grandes maisons. Alors c'est vrai qu'on avait des populations qui faisaient 10-15 habitants, 15 enfants, aujourd'hui il y en a 2 ou 3. On peut leur des questions? Oui, moi je voudrais poser. L'enfant du commerce, c'est la rue ou c'est quoi? L'enfant de commerce? Oui. C'est les Saintes, Terre de Haut. Oui, il est où? Donc c'est la rue, quoi. Donc est-ce qu'il fait une taille professionnelle au moins? On a un gros souci là-dessus. Oui, parce que on avait tenté d'intervenir à l'époque, notamment par l'idée du plan de circulation avant qu'il ne soit bidouillé et remagouillé par le maire actuel. Mais l'objectif était de régulariser, de maîtriser le domaine public. C'est-à-dire de récupérer tout le patrimoine de la commune de Terre de Haut et de faire en sorte que les gens qui l'exploitent passent par ce qu'on appelle une autorisation d'occupation du domaine public. C'est-à-dire que les gens payent une redevance et ils ont un calibrage bien délimité sur le sol pour savoir quelle surface ils peuvent occuper, mais aussi la gestion de quel type d'activité on veut autoriser sur le domaine public. En l'occurrence, nous on avait fait le choix, et d'ailleurs c'est une délibération qui a été prise là-dessus, il est interdit dans la zone du bourg, normalement, d'exploiter des activités de location de véhicules, de telle manière à inciter les gens qui ont ce type d'activité de prendre un local et de libérer l'espace public de telle manière à ce qu'il soit à l'usage de la population. Voilà. Donc je pense que nous, on partira également dans cette optique-là de retrouver le domaine public à l'usage de la population. Parce que la rue qui passe devant chez moi là-bas, elle est comment? Elle est communale? Qu'est-ce qu'elle est exactement? Communale. Elle est communale. Elle est communale. Alors, là, il y a toujours des voitures garées tout le long de la rue. Et pourtant, Dieu sait, elle a de la place derrière chez elle. Là. Et pourtant, elle n'a pas d'AOT. Donc, elle est en occupation irrégulière. Voilà. Il y a une seule route. Toutes les routes ici sont communales, sauf la route qui sort au Fort Napoléon et qui arrive au Champagne. C'est la seule départementale. Toutes les autres routes sont communales. Pour autant, le département peut intervenir, c'est le cas à Cimetière, mais c'est exceptionnel. Et sinon, comme la route des routes de Samson, la région intervient, ils ont pris une délibération disant que c'était une route à intérêt régional. C'était pour aider la commune à le faire, ce qui n'est pas une mauvaise idée. Est-ce qu'on peut aborder le problème de la circulation et des transports? Est-ce qu'on peut aborder le problème des transports? Oui, alors, je vais donner la parole à Olivier parce que... Il y a le problème des transports sur l'île, il y a le problème des transports avec terre de base, surtout si on peut faire une seule commune dont on aura intérêt à ce que les transports en fait de la possibilité. Il y en a comme un gros problème, et ça rejoint le problème de sous-population de jeunes, c'est qu'il est impossible d'aller travailler à Bastia, donc de revenir dormir ici, y compris pour les jeunes pour aller à l'école. On a quand même des bateaux, ça paraît assez simple qu'on pourrait quand même très bien avoir un bateau qui vous emmène le matin à Bastia et qui vous ramène le soir assez tard pour pouvoir, ceux qui travaillent ou ceux qui vont à l'école, pouvoir revenir. Donc, et aller à Terre de Bas assez facilement, puisque si on reste complémentaire, je pense par exemple à Morel, pourquoi refaire Morel en station essence? Si on a Terre de Bas qui a déjà une station essence, pourquoi faire deux entités identiques si on a la possibilité? Par contre, il faut que les transports soient assez réguliers et pas chers pour que les gens puissent se déplacer. Ici, on a un problème, c'est qu'on ne peut pas écarter les maisons. Donc, on ne pourra jamais faire circuler deux voitures en deux sens. Donc, les voitures, il faut faire le pont. On a faire le pont entre Terre de Bas et Terre de Haut. On a un aérodrome qui ne sert qu'à 3 avions par semaine et qui occupe une surface énorme, alors qu'on ne sait pas où mettre les véhicules de location, etc. Pourquoi pas récupérer toute cette surface pour éventuellement ceux qui veulent faire de la location, les mettre sur ces eaux, ils n'encombreront pas tout le centre-ville. Et comme on ne peut pas faire circuler de véhicules dont on arrivera à bien circuler, sauf les professionnels, évidemment, il faut les laisser circuler, mais
pourra pas, moi j'ai toujours imaginé ici faire des petites rames qui permettraient à tout le monde, avoir un petit train qui pourrait se faire jusqu'à Paris, mais l'autre pour Napoléon et toutes les heures de la minibus, alors vous regardez où? Le train a problème de se retourner sur elle-même. Donc après il y a un problème un petit peu aménagé, déjà travailler. Qui aura en charge, l'équipe qui aura en charge à trouver le même ça ne sera pas quelque chose de facile. Maintenant, il faut y trouver la meilleure solution et ça demande concertation. Vous avez pris l'exemple tout à l'heure, il avait pris l'exemple tout à l'heure sur cette histoire d'essence. Il y a déjà une pompe à terre de bas. Pour les bateaux, ça ne pose pas de problème. Je vais dire les bateaux à passagers ou les bateaux pour les pêcheurs, simplement. Par contre, pour les voitures, ça pose un problème parce que le transport, normalement, réglementairement, le transport de carburant, c'est très très réglementé. Donc, et aujourd'hui, on sait, par le passé, il y avait très peu de véhicules ici, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de véhicules terrestres qui consomment, qui importent thermique, donc qui consomment de l'essence, et peut-être même plus que les bateaux. Et c'est vrai, aujourd'hui, il y a nécessité d'avoir pour les professionnels. Alors, effectivement, il y a Morel, qui avait le truc, mais on connaît les difficultés de Morel. Il y a d'autres projets par 2 autres personnes qui étaient portés encore il n'y a pas si longtemps, et voire même maintenant. Il faut voir comment, dans le sud de l'île, enfin, plus vers là où il y a le truc de marchandises, là. Donc il faut voir comment faire. Et on a aussi une baie qui est fragile. Vous avez une verrue qui est devant, là, une plaie. Quand vous mettez une décharge devant une baie qui est placée 3e mondiale, il faut vraiment avoir un problème pour le maintenir là, quoi. Même si on met tous les arrangements, tous les coquetteries pour le cacher, mais il y a un problème. Alors c'est vrai que le territoire est petit. Le vrai problème, c'est qu'il faut trouver un ou plusieurs, ce qu'on appelle plusieurs modes de circulation, hein, parce qu'on a une petite commune qui est très vallonnée, et donc avec notamment pour cette histoire de train, donc il faut voir comment faire, le retour, l'espace nécessaire, mais je pense que ça a une réflexion, mais il faut aussi il faut pousser les gens à utiliser moins de véhicules, donc plus de vélos, et mettre aussi un système de minibus, on va parler de minibus, nous on a parlé sur le truc, pour le desservir dans un premier temps. Peut-être qu'il faut faire des études sur la proposition ouverte pour voir à terme ça peut se faire, mais au moins en le mettant gratuitement avec des horaires pour éviter, et peut-être il y a une autre idée qu'on n'a pas encore dit sur le programme et qu'il faudrait dire, c'est aussi voir comment ceux qui gagnent leur vie avec la location et qui gagnent quand même relativement bien leur vie, c'est pas une jalousie, c'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité et tout le monde y contribue, mais voir comment parfois pour motiver les gens, parce que quand vous motivez les gens, c'est pas simplement en donnant des conseils, c'est aussi en donnant une petite carotte, c'est-à-dire en donnant une aide. Voir comment financer un dessert de minibus gratuitement sans que ça soit des frais supplémentaires pour la commune, mais en donnant un service à la population, en faisant payer une petite taxe aussi sur les véhicules qui sont en location. 1 euro, 10 euros, en fonction, soit un mensuel, un hebdomadaire ou journalier, en fait sur un forfait, et on peut dire que c'est la contribution de dire que la population a une nuisance sonore, une nuisance en termes de sécurité, et que pour que nous puissions organiser ça, ben ceux qui continuent à louer, parce que le problème c'est que nous sommes dans un pays français, on ne peut pas limiter non plus tout, parce qu'il y a la libre entreprise, mais au moins on met des taxes, et cette taxe-là, il va payer cette gratuité pour la population. C'est une réflexion. Mais pour le faire, pour que ça marche, pour qu'on ne mette pas les professionnels en opposition avec la population, donc les bénéficiaires en opposition avec les contributeurs, il faut en discuter. Parce que le problème, c'est que ça ne marchera pas. Et tout le problème ici, ça a été comme ça. Vous n'avez pas connu terre de haut, mais fut un temps, l'ancien maire, pas celui-là, l'autre avant, il mettait des chaînes dans des routes pour empêcher les gens de circuler. Enfin, je ne dis pas que ce n'était pas une bonne idée pour les voitures, mais en fait, il y a d'autres manières de faire les choses. Et c'est comme ça qu'en fait, on venait en réaction, en frontalité avec les gens, et du coup, il y avait toujours une espèce de guerre. Voilà. C'est de faire de Terre de Haut une destination et non un site touristique de la Guadeloupe. Actuellement, depuis le courant des années 90, nous avons pris un tournant qui fait que Terre de Haut est visitée comme on va visiter la Soufrière, ou comme on visite la cathédrale de Basse-Terre, ou les chutes d'Acoma. C'est devenu un site touristique. Un site touristique, faut savoir que si on ne prend pas des mesures afin de le protéger,
le tourisme, il devient ce qu'on appelle destructeur. Il rapporte beaucoup d'argent, mais il détruit tout. Donc c'est-à-dire que c'est le chat qui se mord la queue, puisqu'au bout d'un moment, certes les personnes qui vivent de cette activité vont percevoir beaucoup d'argent sur un laps de temps donné, mais une fois que tout sera détérioré, que le label de l'île sera parti, c'est-à-dire qu'on arrive, c'est infernal de marcher à Terre de Haut, c'est infernal de vivre dans le bourg à Terre de Haut, ou même dans d'autres zones actuellement, parce qu'on a des nuisances sonores qui sont insupportables, on a des échappements de gaz, bien évidemment, un habitat traditionnel qui n'est pas adapté à ce genre de structure, qui font que beaucoup de personnes, d'ailleurs on peut revenir à la problématique de la mortalité, beaucoup de personnes dont les gaz d'échappement, il n'y a pas la circulation et qui restent concentrés au sein des habitations, les personnes âgées, elles sont intoxiquées au fur et à mesure au benzène et d'autres gaz de combustion, et ce sont des problématiques qu'il faut soulever. Notre objectif, il y a quelques temps de ça, c'était, on a fait un rapport qui était à mon initiative d'ailleurs, on a fait un très gros rapport qui a été transmis à l'ARS, vous pouvez le consulter, on le mettra sur le site, pourquoi pas, et dessus vous allez voir qu'il y a pas mal de problématiques qui ont été soulevées. On a eu des réunions, notamment moi à Paris, j'ai eu des réunions avec l'ONISR, donc l'Observatoire interministériel pour la sécurité routière, et le ministère de l'écologie. Dessus, on a décrété qu'il fallait urgemment prendre des décisions pour maîtriser le tourisme à Terre de Haut. C'est-à-dire, d'une part, conduire la commune vers une mutation touristique, c'est-à-dire non plus avoir un tourisme de séjour en majorité, un tourisme de journée en majorité, mais un tourisme de séjour pour devenir une réelle destination. Donc là, à ce moment-là, on s'est dit qu'il faut non pas à s'attaquer aux activités existantes, mais les contrôler, les maîtriser. Et cette maîtrise passe par plusieurs objectifs. Le premier, réduire l'impact des véhicules sur la population, est un programme ministériel sur lequel Terre de Haut a candidaté, avec Terre de Bas, donc un très beau projet de mutualisation. On va développer un réseau de communication publique, donc de petits bus. Le projet Flash Mobility finance également des navettes, des bateaux-bus qui feront la liaison entre Terre de Bas et Terre de Haut, mais beaucoup de rotation, pas comme ce qui existait avec la navette. Voilà, mais donc ce qui veut dire qu'il y aura une vraie vie archipélagique au sein. Donc les populations des deux îles vont pouvoir échanger et avoir des intercommunications. Au-delà de cela, il y a des quartiers, pour encore éviter les voitures personnelles, il y a des quartiers qui seront desservis un peu comme une ligne RATP. Donc on pourra très bien avoir une desserte au Canarois, le bourg, le fond de curé, le bain de sucre, et puis Terre de Bas, et on peut faire très bien Lance des Mûriers et Petit-Anse par le Mapou. C'est possible aussi. Donc voilà, c'est toutes ces alternatives qui sont déjà en projet d'ailleurs sur le French Mobility et qui ont été menées notamment à Paris. On s'est arrêté parce qu'il y a des élections, mais vous avez entendu dernièrement ce qu'on appelle les congrès, la réunion entre le département et la région. C'est qu'on avait deux grandes collectivités en Guadeloupe, la région et le département. Donc avec les communes certes, et chaque collectivité a une compétence. On va dire que la région c'est plus économique, développement économique, aménagement, urbanisation, et puis le département c'est plus à vocation sociale. Entre-temps, depuis la loi, ils ont imposé des communautés d'agglo, on a des communautés d'agglo mais qui n'ont pas d'argent. Et par exemple, la desserte, notamment pour la circulation avec les bus, ça relève des collectivités, des communautés d'agglo. Alors, et la région, sa compétence, c'est entre intercommunautés d'agglo, pas intra, mais inter. Donc ça reste très peu de choses. Et vous avez des communautés d'agglo qui sont à variation en termes de richesse différentes. La seule communauté d'agglo véritablement qui a de l'argent en Guadeloupe, c'est ce qu'on appelle Cap Excellence. Et où là, aujourd'hui, ça dessert très bien, il y a des problèmes. Vous allez à Bémaro, à Pointe-à-Pitre, aux Abîmes, jusqu'à Rosier. Donc maintenant, ils ont créé un syndicat, notamment pour la circulation, pour le trafic routier.
qui d'ailleurs est financé par les entreprises. Il faut savoir ça, c'est les entreprises qui ont plus de 10 salariés qui participent aussi à donner des subventions. Le problème, c'est qu'ils sont tous sur la zone la zone économique. Et on vous retrouvez à Basse-Terre, par exemple, les fonds de la communauté d'Aglo Sud Basse-Terre, dans le Sud-Caraïbes, dont on n'a rien. Et c'est pour cette raison qu'on ne trouve pas du tout aujourd'hui de bus qui descendent au port, enfin au port parce qu'en fait, c'est des privés. Et ces privés l'estiment que c'est pas rentable. Donc nous n'en fait pas. Et comme la communauté d'Aglo n'a pas d'argent pour subventionner et pour maintenir un service public, il y a une défaillance, malheureusement. Quand il n'y a pas de défaillance, c'est ce qu'Olivier vient de dire, on ne fait pas intervenir le service public, mais quand il y a défaillance, le service public doit intervenir, mais quand il n'y a pas d'argent, il n'intervient pas. Et c'est ce qui fait que la communauté d'Aglo Sud Bassin n'intervient pas. D'ailleurs, même aujourd'hui, la desserte entre Terre de Bas et Terre de Haut par la navette où il y a 2 euros qui est donnée par la région et voire même entre Trois-Rivières et Terre de Haut, tout cela reste une circulation intra-communautaire en termes de communauté d'Aglo. Normalement, ce n'est pas la région qui devait intervenir. Mais la région intervient parce qu'effectivement, aujourd'hui, la région devient de plus en plus difficile. Vous l'avez entendu, avant on avait 20 billets, on avait le droit à 20 billets par mois. Aujourd'hui, c'est 10. Avant, on pouvait prendre les 10 d'un coup, maintenant c'est 1 par jour. Ils ont bloqué les machines, donc ça donne 1 par jour. Alors, ils évoquent qu'il y a des enfants qui faisaient des trafics de billets. Moi, je n'en ai jamais vu. Il semblerait qu'il y ait un agent régional qui est venu, et il y a des enfants à l'école ici, qu'ils allaient acheter des billets dans les compagnies, acheter 3, 4, 5, 6 billets à 8 euros, et ils allaient vendre ça pour les tous à 12 ou 13 euros. Moins cher. C'est peut-être vérifiable. Hein? C'est peut-être vérifiable. Moi, je n'y crois pas. Un billet d'enfant, ça va être non, mais je n'y crois pas. Enfin, quand je dis des enfants, des jeunes, mais je n'y crois pas. Moi, je pense qu'il y a un problème aujourd'hui, il faut savoir, c'est que la région a des difficultés financières et la région veut diminuer le prix. Et comme ils n'osent pas contrôler, donc c'est plus facile de pénaliser que de contrôler. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est un mauvais projet. J'ai dit par contre, on pouvait avoir des accords avec les compagnies locales, des IEO, pour leur demander de mettre plus de fréquences, plus de plages horaires sur les déplacements. Et à ce moment-là, peut-être au départ, au lieu d'acheter un bateau, de gérer un bateau, vous pouvez aider, parce que quand vous lancez une ligne, c'est toujours déficitaire, quand vous donnez une plage horaire, c'est déficitaire, et après ça devient plus ou moins rentable, plutôt que d'investir dans un bateau. Mais l'idée de multiplier, de mettre un voyage, une navette à 9h, de mettre une navette à 1h30 ou à 1h15 ou à 1h, c'était une bonne idée. Simplement, on n'avait pas besoin, à mon sens, d'avoir un bateau. Maintenant, il faut voir comment faire, mais c'était ça la réalité, parce qu'il ne faut pas oublier que ça aussi, ça a contribué au déficit de Terre de Haut à un moment donné. Parce que c'est un bateau qu'on a payé à un moment donné et qui était même déficitaire parce qu'en fait, pour diverses raisons, on ne sait même pas, la gestion était tellement nébuleuse qu'on ne sait pas très bien comment les choses se sont passées véritablement. Maintenant, il y a une réflexion à avoir aussi, savoir le bateau est là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut le maintenir? Faut-il le maintenir ou pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est une réflexion qui n'est pas aboutie chez nous non plus, qui est en réflexion, mais la population certainement sera consultée dessus de manière à savoir est-ce que la compagnie, une ou plusieurs compagnies pourra faire le job, comment faire, parce que sur le bateau aussi on a un vrai problème, enfin, il est dit que c'est la propriété de Terre de Haut, mais en fait on a une convention avec la CSBT, enfin c'est un truc assez compliqué. Je n'ai jamais vraiment eu la bonne réponse dessus, il faut voir. La francisation du bateau. À partir de la normalement, en fait, l'acte de francisation, ça c'est votre propriété. L'acte de francisation, c'est le titre de propriété du bateau et c'est sa carte d'identité en fait. Et en même temps, on a une convention avec la CSBT. Puisque c'est de leur compétence. Donc il y a un truc bizarre dessus. Maintenant, il y a d'autres petits problèmes que si vous voulez comprendre. Le rêve de Joe Petit, tu connais? Le rêve de Joe Petit? De Joe Petit. C'était quoi, rappelle-moi? C'est de mettre le terrain de football au nom de Paul de Azeco. Ça serait possible? Il faut déjà que la... Oui, on peut voir comment ça s'est passé. Azeco a été le premier président d'une association. C'est une idée, pour lui, ça a été le premier président d'une association de 1901, à 25 ans. Il a voulu que... C'était le rêve de Joe Petit. Il est parti après un an. Donc, est-ce que c'est possible de donner le nom du stade? Oui, il a un stade de Marie, on peut donner un autre nom. Claude Azenco, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était, on l'appelait Jarry.
C'était lui qui était le premier président de l'association L'Avenir Saint-Ouen à l'époque. Il a œuvré, donc oui, de façon, moi je pense que sincèrement, il faut honorer nos prédécesseurs. Et je crois comme la place Agier du Buisson, je pense qu'il faut donner le nom à une autre personne plus symbolique ici. Il est des bonbons. Aux moyennes, on dirait penser moyenne. Il y a une autre question là-bas. Comment vous allez faire pour baisser les impôts fonciers? Parce que c'est pas le trésor public qui s'occupe de ça. Est-ce que la mairie a un droit de regard là-dessus? L'État a simplement la gestion. Et l'État est payé pour faire la gestion des impôts. L'État ne donne rien. Le recouvrement. C'est-à-dire, quand vous établissez, vous émettez la feuille d'impôt, en fait le titre, peu importe le montant, si par exemple la commune émet 500 000 € de taxes foncières, même si personne ne paye, l'État doit payer. L'État est chargé du recouvrement. C'est-à-dire, quand la commune dit qu'un tel n'a pas payé les impôts, ça nous fait diminuer, c'est pas vrai. L'État est chargé du recouvrement et sur le recouvrement, il gagne 2,5% du montant du recouvrement. C'est-à-dire, si on recouvre 500 000 €, il y a 2,5% sur les 500 000 € qui lui reviennent. Maintenant, charge, quand l'État accorde des dégrèvements, c'est lui qui paye aussi. La commune ne perd pas de recettes, c'est l'État qui paye. Donc même si demain je ne paye pas mes impôts, le maire n'est pas censé savoir que je n'ai pas payé mes impôts. C'est un secret, il ne doit pas savoir ça. Pourtant, on voit à chaque élection, on voit le maire passer et dire tu dois des impôts, si tu votes pour moi, je ferai de manière. C'est pas vrai. Déjà l'impôt, il y a ce qu'on appelle une relance, enfin quand on vous envoie le truc, après on fait un rappel, après on fait une maison d'honneur, après on fait un ATD, enfin bon bref, c'est le circuit. L'État, à partir du moment où vous émettez la feuille d'impôt, l'État vous paye au 12e, tous les 1, enfin, il vous donne s'il a 500 000 €, il ne va pas vous donner les 500 000 €, il va vous donner 1/12 de 100 000 €, chaque mois il vous donne une partie. Donc s'il recouvre tout avant, lui il fait des bénéfices aussi parce qu'il fait des produits financiers. Donc l'État ne donne rien. Il faudrait peu fixé annuellement par la commune. Il y a une autre part qui est celle de la communauté d'Aglo, et là-dessus, la commune, malheureusement ici à Terre de Haut, on est au paroxysme. Le taux est à son paroxysme. On est 40, voilà. Il faut savoir que l'année dernière, Marie-Paul et moi, on avait demandé, puisqu'on avait rattrapé une partie du déficit, on avait demandé d'aller progressivement, on avait demandé une baisse de 1,5 point, que M. le maire a refusé, pour pouvoir bien évidemment vous annoncer en grande pompe que oui, j'ai rattrapé le déficit, mais à quel prix? À étouffer, asphyxier les Saint-Ouen. C'est notre objectif avec l'équipe, d'avancer, vu les efforts qu'a cautionné toute la population depuis toutes ces années. C'est le geste phare, je dirais, de nos citoyens. C'est notre priorité, c'est de réduire sensiblement les impôts cette année, dès cette année. En fait, la moyenne nationale, au niveau des communes de notre niveau, c'est-à-dire moins de 2500 habitants, nous, avant, il y avait trois impôts. Il y a pour nous, pour la commune, c'était la taxe foncière, la taxe foncière bâtie, non bâtie, taxe d'habitation et la taxe professionnelle. Maintenant, on a perdu la taxe professionnelle, c'est la cotisation foncière en entreprise. Bref, nous, on est sur la taxe d'habitation et la taxe foncière. La taxe d'habitation est amenée à disparaître par la loi Macron. Donc, mais ils vont compenser à hauteur de la dernière recette. C'est-à-dire, nous, on n'a pas intérêt la commune à diminuer la taxe d'habitation aujourd'hui. Je m'explique. Aujourd'hui, les deux impôts nous ramènent à peu près 1 million €. Un peu plus de 500 000 pour la taxe foncière et un peu moins de 400 000 pour la taxe d'habitation. Si on devait diminuer la taxe d'habitation, le jour où l'État va tout supprimer, disons qu'on est à 400 000, on devait ramener à 350 000, ils vont nous compenser à hauteur de 250 000. On va perdre 50 000. Donc l'intérêt, c'est de maintenir jusqu'à ce que la disparition se fasse. À la limite, on aurait pu, même si on est suffisamment mal, on aurait pu même augmenter. Mais comme le taux est déjà élevé, on ne va pas faire. Maintenant, il y a la taxe foncière, qui est en moyenne de 28% au niveau national, de communes de notre niveau. En Guadeloupe, il est à 29% en moyenne. Nous sommes à 41,62. Énorme. Mais en plus, ce n'est pas simplement le taux. On est pénalisé 2 fois parce que la valeur locative est très élevée ici. Parce qu'en fait, vous avez trois données, 3 points qui travaillent sur l'impôt. Le taux, la valeur locative et la classification du bâtiment. C'est-à-dire, vous avez un bâtiment, disons cette maison-là, vous êtes classé de 1 à 7.
Donc en fonction de insalubre, enfin jusqu'à celle qui a la piscine en termes de nombre de toilettes, enfin des trucs comme ça. Donc quand vous avez ça, plus le taux, plus la valeur locative, et là la valeur locative, comme nous sommes dans une commune touristique, encore que nous sommes déclassés, hein, on n'est plus classés, personne ne le sait au sein. Donc la fiche que vous avez sous la mairie, on devait l'enlever, on n'est plus classé depuis soit 2015. Parce qu'on a été classé en 2009 et on nous a déclassé en 2015 parce que problème de sanitaire, tout à l'égout, pas mis WC, pas mis rien. Donc voilà. Et donc du coup on se retrouve aujourd'hui avec une valeur locative du fait des touristes, du fait que les locations, parce que la valeur locative, donc on a un impôt. Pour vous donner un exemple, je parle de moi. J'ai personnellement une maison ici. La parcelle de terrain fait 220 mètres carrés. C'est pas énorme, mais bon, ça peut paraître important. Une emprise au sol de la maison qui fait 140 mètres carrés. Je mets 4 800 € pour l'année. Entre la taxe foncière et la taxe d'habitation cumulée. Ça voudrait dire que je paye 400 € par mois pendant 12 mois. J'ai 3 fois plus à BMAO, je paye 2000 €. Voilà, j'ai 800 mètres carrés de terrain pour. Voilà, et je paye. Et en plus de formation. Donc voilà, ça vous donne l'idée de grandeur de la chose. Donc diminuer les impôts, parce que la grosse augmentation des impôts a eu lieu en 92. Le premier déficit à l'époque c'était Louis Joyeux, où il avait refusé d'augmenter, où le préfet avait mis le taux, et puis on n'a jamais cessé d'augmenter. Aujourd'hui on se retrouve avec un taux incroyable. Quand vous avez des pêcheurs, certes, ou des retraités qui ne payent plus la taxe d'habitation, mais qui, je ne sais pas si c'est malheureusement, heureusement, mais qui ont de grandes maisons, et qui aujourd'hui ont 4 000 € d'impôts que pour la taxe foncière ou 3 000 €. Quand vous avez 900 € par mois de retraite, et que vous devez fonctionner plus de 300 € que pour les impôts, c'est-à-dire que vous devenez de facto au-dessus du minimum vital, ce qu'on appelle, voilà. Donc vous devenez très pauvre, tout en ayant une maison que vous ne pouvez pas vendre, voilà. Donc il y a une nécessité. Si on diminue la taxe de 41, on passe à 35 dans un premier temps, parce qu'il faut s'adapter, parce qu'en fait on a besoin d'argent, on ne peut pas non plus aller trop vite. Ça nous fait une perte de recettes d'à peu près 90 000 € sur les 500 000 € que je parlais sur la taxe foncière. Donc il faut compenser quelque part. Donc on a des solutions pour compenser. Mais on ne peut pas, depuis 92, il y a des Saintois qui n'ont pas payé d'impôts depuis 20 ans, parce qu'ils ne peuvent pas payer d'impôts. Ça veut dire que demain, lors de décès, ils ne pourront pas faire le transfert de propriété ou le transfert de biens, la transmission à leurs enfants, sinon il faut le faire. Et il y a beaucoup de maisons aujourd'hui qui peuvent être saisies du jour au lendemain parce qu'une fois le propriétaire ou les parents décédés, parce que la procédure n'est pas faite. Mais si vous faites la procédure, vous comprenez. Ce n'est pas parce qu'on doit de l'argent à la commune, je rappelle que l'argent est payé. Parce que moi, je dis ça parce que quelqu'un est venu me voir, il y a à peu près un mois, me dit voilà, le maire est venu me voir, me disant que vous devez des impôts et qu'on va saisir votre maison. Et si tu votes pour moi, je vais trouver une solution. Mais c'est pas vrai. C'est vrai qu'ils n'ont pas payé, mais c'est pas la commune qui a perdu, c'est l'État qui n'a pas fait son job pour l'instant. Mais on fait quoi? Et comme la personne sait qu'elle ne paye pas, mais elle ne connaît pas le mécanisme. Donc du coup, elle dit ok, d'accord, je vais voter, bon, pas de cas, voilà. C'est comme ça. Ça, c'est d'un but de faiblesse, en fait. C'est d'un but de faiblesse. Et vous trouvez ça comme ça, et c'est pas marginal, c'est pas isolé, vous trouvez beaucoup de cas comme ça au sein. Il y a même pire, il y a des gens qui, aujourd'hui encore, que beaucoup de personnes ne sont pas à jour des factures d'eau, parce qu'ils ont tellement dit qu'il ne fallait pas payer, qu'aujourd'hui les gens, nous sommes en 2000, on nous fait payer 2017, voire 2014, 2015, des factures de 5 ans en retard. Qui ne correspondent pas au compteur, qui ne correspondent pas à la consommation d'eau. Voilà. Donc, mais il n'empêche que le maire va voir ses présidents, dit bon voilà, de toute façon je sais que tu dois tant, on va vous faire. Mais si vous payez à un moment donné, vous payez. Au niveau des eaux, et imposé par le préfet. Toutes les factures. La commune doit 900 € à l'eau. 900 000 d'euros. Donc en fait, ça va être la population qui va payer. Le maire actuel ne s'est même pas soucié de cela. Il avait la possibilité de faire un recours au tribunal administratif sur cette décision du préfet. Il ne l'a pas fait, les 2 mois sont passés. Voilà, négligence. Et c'est pas faute de lui avoir dit. En gros, ça fait 900 000 € par foyer. Oui, en fait, pardon. Ça va faire de l'ordre de 900 000 € par foyer, si on considère qu'elle a donné, ça va faire. En fait, la CSBT avait à peu près 8 millions de déficit pour l'eau. Et quand ils ont réparti sur Terre de Haut, on a 900 000 € qu'on doit payer.
Terre de Bas doit avoir 500 000 euros, 600 000. C'est une chauve-souris, tout ça. Oui, oui, c'est pour elle, en fait. Pas elle physiquement, mais bon. Voilà. Donc voilà des choses comme ça qu'il y a un minimum de par rapport à l'eau, là, on dépend tous d'un tuyau qui passe sous la mer, et depuis Maria, sur le château d'eau, il y a un membre d'étanchéité qui s'est envolé. Et apparemment, le château d'eau n'est plus, on l'utilise plus trop comme réserve. Si on a le moins de problèmes, on aura plus un litre d'eau en réserve dans le château d'eau. Oui, en fait, les châteaux d'eau, à l'époque, ils étaient utilisés parce que l'eau ne venait pas de la Guadeloupe. Il y avait une usine de dessalement, donc on chargeait pour donner la puissance et puis donner les réserves, la réserve. Mais ça ne donnait pas, pourquoi est-ce qu'on ne met pas juste une membrane d'étanchéité pour qu'elle puisse être à nouveau... Le problème, c'est que la CSBT doit faire les travaux, il ne les fait pas. Parce que là, c'est quand même la réserve d'eau, en cas de problème, et malheureusement, il y aura forcément un peu tard, la canalisation. Je vais te dire pire, Joseph. Elle aura un problème et on va se retrouver sans eau pendant certains temps. Mais oui, mais je vais te dire pire. Tu sais, les employés de la CSBT, quand ils viennent réparer chez toi, ils vont acheter des joints avec leur argent. Hein. Tellement que la CSBT ne donne pas de trucs. Donc c'est pour te dire, pour aller faire l'étanchéité qui paraît une nécessité. Est-ce que c'est pas la mairie qui pourrait le faire en tant que travaux d'urgence? Ah ben oui, mais... C'est quand même bien d'avoir... C'est comme les égouts pendant 10 ans, voilà, la déchetterie. Il y avait 50 mètres de tuyaux à un fil de sang, on a un tractopelle à la mairie, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas les travaux nous-mêmes et attendre, je ne sais pas quel... Ça pose deux problèmes. Il y a deux problèmes qui se posent. C'est le problème de territorialité. Non, mais c'est la mairie qui est propriétaire des réseaux, que je sache quand même. Ah non, il y a eu un transfert de compétences à la CSBT. Non, la commune, mais il y a eu un transfert de compétences à la CSBT. C'est pas que pour le fermage, normalement... Non, pour tout, le tuyau, tout appartient à la CSBT. Tout appartient à la CSBT. Les tuyaux, tout appartient à la CSBT. Et la commune ne peut pas reprendre ça. De toute façon, le problème, c'est que si on reprend les compétences, il y a, en fait, on va se retrouver avec une dualité de taxation. C'est-à-dire que vous allez quand même continuer à payer la taxe pour la SASBT, mais la commune va devoir elle-même aussi payer. Donc ça pose un problème, donc d'où je venais, de territorialité. La SASBT, voilà, la SASBT le problème c'est qu'on appartient, on est deux petits villages, Terre de Haut et Terre de Bas, qui appartiennent à une grande communauté d'agglomération et nous ne sommes pas prioritaires. Est-ce que les compétences sont la solution? Et aujourd'hui, pareil, il y a tellement d'urgence que même si la commune décide de faire valider le principe de travaux d'urgence au niveau de la préfecture, on est obligé de prioriser parce qu'entre le tout à l'égout qui ne marche pas bien, entre les tuyaux qui sont pétés, et pas seulement les primaires, les secondaires sont pétés aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement les gros tuyaux, c'est celui qui quitte le primaire pour aller dans l'autre. Donc on est un peu partout, donc, la finance de la commune est quand même limitée, on ne peut pas faire beaucoup d'interventions, annuellement il faut limiter. Donc ça, on est un peu pris dans une nasse. Quel budget n'a pas de la mairie? Quel budget de la recette à peu près? La commune a 3 millions d'euros en gros. Et le préfet, si j'ai bien compris, la Cour des comptes a limité à 200 000 euros d'investissement par an en dehors des subventions. Non, c'est pas. Qu'est-ce qu'on va pouvoir jusqu'en 2024, non c'est pas tout à fait ça. En fait, vous savez, le fonctionnement d'un budget, vous avez vos recettes. Les recettes en recettes, c'est la DGF, qui fait que 300 000 euros, c'est pas beaucoup, c'est l'État. Après, vous avez les impôts, qui fait à peu près 1 million d'euros, ce qu'on appelle taxe d'habitation. Vous avez ce qu'on appelle l'octroi de mer, qui fait à peu près 1,2 million. Et vous avez aussi d'autres petites choses qui sont liées à la décentralisation. Et vous avez des fonds routiers, enfin il y a des petites sommes, ça fait en gros entre 3 millions et 3,2 millions. Donc nous avons en gros aujourd'hui à peu près 2,7 millions, 2,8 millions de dépenses courantes, de dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire les entretiens, les fonctionnaires, enfin les employés. Donc on peut dégager 400 000 euros. Avec 400 000 euros, si vous investissez et vous arrivez à mobiliser les 80%, même si vous restez à 20%, vous pouvez quand même faire 5 fois, vous pouvez faire 2 millions d'investissements. Entendu, le problème qui se passe, c'est que nous, on a un déficit intérieur. Donc, quand il tombe, les 400 000 euros, les 200, en fonction de ce qu'on fait, ils tombent dans un trou. Et puis, on n'a pas. Donc, sinon, il faut faire ça. Encore que nous avons déjà un taux d'endettement qui est relativement élevé. Donc, il faut voir comment faire. Donc, ça veut dire qu'il faut créer des recettes supplémentaires. Les recettes supplémentaires, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut le faire sur le côté touristique.
Et là, si vous arrivez à dégager, sinon, c'est ce qu'on proposait un peu, c'est de faire des contrats d'objectifs avec les collectivités majeures, départements, régions, sur une durée triennale ou sur un mandat, et leur expliquer comment la situation est aujourd'hui, et nous entre-temps, essayer de faire monter progressivement la recette pour arriver à dégager. Sinon, il y a une recherche de recettes aussi, qui sont des fonds européens, d'autres fonds, et là, il faut une expertise particulière, ce que la commune n'a pas véritablement fait. D'ailleurs, les dossiers de fonds européens, c'est pas compliqué, mais il faut savoir les faire. La Cour des comptes semblait dire qu'il y avait 3 sociétés que tu dis, des prestations maritimes qui étaient sous la taxe qu'ils payent était sous-évaluée. Est-ce que vous savez quelles sont les 3 sociétés maritimes dont on parle de la Cour des comptes? Elle dit qu'elle ne paye pas ses cher. Elle ne paye pas leurs taxes, c'est ça? Que c'est sous-évalué. Mais c'est tout, comme il y a une seule phrase, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. L'exploitation. Dans le rapport de la Cour des comptes, à un moment, ils disent à un moment, il faut que le personnel, en gros, il faut des frais de fonctionnement, on abaisse 50% dans les gestions 2024. C'était l'EPIC, c'est l'EPIC. Et que ceux qui utilisent les installations matérielles, je pense, en transport au bateau, les bouées, je pense, et le troisième, je ne sais pas, et qui ont des valeurs très sous-évaluées par rapport à ce qui se fait. Mais je ne sais pas. Non, mais il y a un problème. Il y a un problème d'ailleurs, maintenant, c'est plus un EPIC, c'est SPIC. Bon, c'est un service qui est à la mairie, donc on n'a plus la compétence tourisme, d'ailleurs, ça aussi. Donc il faut le rapatrier, je vais dire, sur les scènes, parce que je vais voir qu'est-ce que l'Aster peut faire pour nous en termes de tourisme. Hein. Si on est un point fort, un hotspot sur la Guadeloupe, même si je suis d'accord avec Olivier, il ne faut pas qu'on soit un spot, il faut que ce soit une destination. Mais je ne vois pas qu'est-ce que l'Aster peut faire. L'Aster n'est pas dans une logique de tourisme. Et même s'ils sont dans une logique de tourisme, c'est plus un tourisme vert plutôt qu'un tourisme comme nous, un tourisme soleil. Mais ce n'est pas leur priorité, donc il faut qu'on transfère ça. Mais en même temps, il y a aussi à négocier sur des choses avec eux. Et le problème de Béatrix nous a... En fait, Béatrix, c'est l'un des éléments de l'EPIC. Mais il y avait une telle gestion, parce que même aujourd'hui, hein, et je crois que dans mes 24, on en a parlé avec la sécurité sociale. La dette du OSAC va... On doit payer 20 000 euros par mois jusqu'en 2022. 2024 Jusqu'en 2030. Non, l'URSSAF, c'est jusqu'en 2024, et 20 000, c'est 33 000. Par mois. Jusqu'en 2024. Donc ça, vous voyez, pour une question de mauvaise gestion. Et donc il faut qu'on élimine ce genre de... parce qu'en fait la compagnie... parce qu'en fait le gros travail est déjà fait. Les gens ont pris l'habitude aujourd'hui pour un voyage de 9h et de 13h. Quand je dis les gens, c'est pas simplement les étoiles, les touristes aussi. Parce que malgré les difficultés que nous rencontrons sur notre destination aujourd'hui, pas en termes de volume, mais en termes de qualité, mais il y a des métropolitains, enfin des Européens, mais c'est exclusivement des Français. Quand ils viennent, ils prennent l'avion que pour les Saintes. Hein. Ils sortent de Paris, ils arrivent à l'aéroport, ils prennent le transfert, ils arrivent aux Saintes. Hein. Pour autant, le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, avant, ils partaient un jour avant. Donc l'idée de mettre un voyage, une navette à 9h ou à 13h, ça les arrange, donc ça est devenu rentable. En tout cas, c'est pas, même si c'est pas rentable, mais c'est pas déséquilibré vraiment. Donc c'est un produit supplémentaire, il faut le faire. Mais les compagnies sont prêtes à le faire. Donc il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de problème sur ce truc-là. Aujourd'hui, si on devait vendre le Béatrix, parce que la question se pose, qu'est-ce que ça va nous rapporter au-delà du conflit qu'il peut y avoir entre la CSBT et nous? Voici un bateau qu'on a acheté un peu plus d'1 million d'euros. Sa valeur marchande d'aujourd'hui est de 400 000 euros. Après 4-5 ans. Une dépréciation à vitesse grand V. On va dire comme ça. Mais c'est le fonctionnement. Aujourd'hui, on ne sait même pas si le fonctionnement marche, si c'est rentable ou pas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une réunion avec le maire sur ça. On sait même pas. On ne connaît pas l'exploitation aujourd'hui. Je voudrais que je termine, je m'excuse de l'entraînement. Est-ce que les mandatures précédentes ont été assez catastrophiques sur la gestion quand même? On pourrait dire quelque chose. Non, mais c'est pas une question Est-ce qu'il est possible, devant
comité de volontaires résidents au SAT, que la mairie, que le propre parent, fasse un plan justement de tous les marchés, les rentrées, les sorties, qu'on puisse avoir accès directement. C'est de la transparence. Là, vous parlez de démocratie participative. Est-ce que vous n'êtes pas vous engager là-dessus, disant que tous les gens qui ont envie, peut-être 3 fois par an à peu près, avoir accès à tous les dossiers, voir les marchés publics qui sont signés, les rentrées d'argent, les sorties principales, et être capable de les exposer à tout le monde et de répondre aux questions, parce qu'officiellement on rend la loi, mais généralement pour faire une lettre au maire, qui va refuser au début, il va vous faire venir une demi-heure à un endroit où vous ne pouvez pas venir également, vous n'avez pas le droit à la photocopie, vous n'avez pas le droit de prendre des notes. Donc, Nous, on n'avait pas vu comme ça, mais, je crois qu'on a discuté samedi, on en a parlé en bilatéral. Nous, on avait vu dans un premier temps, effectivement, de créer des conseils pour nous, des conseils des jeunes ou des aînés pour nous donner justement des conseils, de créer une rencontre avec la population en janvier et en juillet, ça c'est l'occasion de tout. Mais l'idée de mettre un conseil des sages ou un petit groupe pour vérifier les comptes, pour regarder, pour donner l'information à la population, ça serait bien de créer un bulletin municipal pour donner tout. Mais il n'y a pas de problème, parce qu'à la limite, la transparence, c'est pas une fois, c'est tout le temps, il faut que ça soit clair. Parce que quand on met le doigt dans une petite magouille aujourd'hui, c'est tout le corps qui passe après. Donc, quand on sait qu'il y a des personnes qui contrôlent, je suis très preneur pour ce but-là, il n'y a pas de problème. On ne l'avait pas vu, mais d'ailleurs c'est de cette discussion que peut jaillir d'autres propositions, parce que, comme j'ai dit au départ, on n'est pas exhaustif non plus, et on n'a pas la science infuse. Hein. Il y a des choses qu'on découvre, pas qu'on a découvert, mais qu'on n'a pas mis sur notre programme, et qu'on serait obligé d'expliciter lors de nos prises de parole à partir de mercredi, parce qu'on a prévu mercredi, jeudi, vendredi et samedi dans les différents quartiers, et peut-être même demain en fonction des choses, on n'a pas prévu, mais si nécessaire de le faire, parce qu'il y a des quartiers qu'on a un peu ratés, s'il faut le faire pour avoir l'information, vaut mieux avoir une overdose d'informations que de ne pas en avoir du tout. Voilà, donc sur ce truc-là, en fait, si on veut vivre durablement dans une transparence et dans une cohabitation, en termes de, il faut dire, je l'ai dit, on l'a dit d'ailleurs, il faut dire ce qu'on fait et il faut expliquer, il faut faire ce qu'on dit et il faut expliquer ce que nous recensons. Et quand un habitant non recensé, c'est 350 € que perd la commune par an. Donc ça veut dire que si vous perdez 100 à 200 habitants, vous perdez entre 35 000 et 70 000 €. Simplement, et quand on dit ça à la population, on dit mais si vous donnez de l'argent, de toute façon c'est volé ou pas volé, on n'a rien à foutre. Alors que on peut être puni, hein, parce que la loi prévoit des sanctions. Mais après, c'est des choses comme ça. Donc ça voudrait dire qu'il y a une telle méfiance que les gens ne sont pas négligent. Voilà. Ça ne peut pas se faire par Internet aussi pour que ça soit transparent, les gens si, justement. Mais ils refusent, il y a déjà des refus. Il y a peut-être la crainte par rapport aux puisque dans le recensement. Alors il y a une partie qu'on fait rentrer dans un truc qu'on appelle FNE. C'est-à-dire ce sont des gens qui ne se sont pas déclarés, mais par exemple vous avez une maison qui ne s'est pas déclarée, mais vous estimez qu'il y a 2 ou 3 personnes dedans, vous mettez le nom du propriétaire, vous mettez 2 enfants, 3 enfants, ou un couple. Donc on fait rentrer dans le truc, mais vous n'avez pas les informations, je veux dire, subsidiaires ou plus précises, et c'est toujours contestable parce qu'en fait... Non, même sur la superficie. Et puis il faut amener... Je pense que c'est ça. Au-delà de ceux qui vivent, moi je pense qu'il faut amener les autres habitants qui ont des maisons, qui vivent 6 mois ici, 6 mois ailleurs, il faut les amener, parce que c'est une pédagogie qu'il faut avoir aussi. Il faut amener ces personnes en disant voilà, vous avez choisi une terre de où vous vivre 6 mois, si vous êtes à Paris, c'est peut-être pas la peine de faire votre recensement à Paris, il faut le faire au centre, c'est bien plus agréable de le faire, c'est bien plus rentable pour les centres de le faire. Vous savez, si Paris perd 100 habitants à 350 €, ça ne va pas changer grand-chose sur Paris. Je dis ça pour Georges et Madame Georges. Et que 350 €, c'est déjà ça le prix. Tous les communes de France, c'est le même prix, c'est le même tarif. Oui, c'est à peu près la même chose. C'est par rapport à des strates. Hein. Les petites communes en ont plus, les grandes communes les plus riches, parce qu'il y a ce qu'on appelle la péréquation. Mais c'est à peu près ça. Et quand on n'a pas été sollicité pour être recensé, qu'est-ce qu'on fait? Quand on n'a pas été sollicité pour être recensé, comment on fait? Ah, on devait être sollicité. Vous n'avez pas été sollicité? Ah, vous êtes déplacé à la mairie Il y a question, s'il n'y en a pas, on n'est pas obligé.
Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de panneaux photovoltaïques sur le toit? Pourquoi on n'a pas de panneaux photovoltaïques partout en métropole, même à Lille, où il y a le soleil, c'est facile d'avoir des panneaux photovoltaïques, mais s'il n'y a aucune société qui vient, il n'y a aucune société qui vient. Vous parlez sur les bâtiments publics. Tous les bâtiments publics. On va mettre sur le réseau public, sur le réseau EDF. C'est vrai qu'avant c'était quand même plus financé, aujourd'hui c'est de moins en moins financé, il ne faut pas se voiler la face. Hein. À l'époque, il y a plus d'un temps, même pour les privés, c'était quasiment à 100%, et vous mettez EDF le payait, même quand vous le vendez pour EDF, il y avait Avant c'était 62 centimes en métropole, maintenant en autoconsommation, je ne sais plus combien, c'est 10 ou 15 centimes, sachant que EDF vous le revend entre 15 et 18 centimes. Aujourd'hui c'est moins rentable pour le privé. Mais c'est moitié moins cher, parce qu'avant on nous a remboursé 60, et une installation coûtait 20 000 €, maintenant que l'argent est passé à 10, l'installation c'est la même, mais ça ne coûte plus que 10 000 €. Tout à fait. Mais ils sont plus performants maintenant. Vous avez des batteries, maintenant vous avez des trucs qui sont beaucoup plus intéressants. Mais il y a tout là. Mais moi je pense que l'idéal aujourd'hui c'est mettre sur les bâtiments publics. Déjà il n'y en a pas non plus 10 000 bâtiments publics, mais au moins on commence par là. Et deuxièmement c'est surtout l'éclairage public, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, solaire. Donc pour avoir de consommation, même si ça reste à une de la maison, pas grave. Parce qu'il est fossile, effectivement on aurait dû avoir des minuteries qui à un moment donné coupent des quartiers, coupent des choses pour qu'il y ait... Ou tout simplement une détection de personnes. C'est un cas. Si j'ai entendu bien cette poisson, un petit peu comme ça, il y a des questions. Non, j'avais une question à poser, c'était pour les locations de véhicules là. À mon avis, tout entrepreneur qui n'a pas un parc pour stocker ses véhicules